Bonjour et bienvenue dans le First, le magazine des rendez-vous du futur destiné aux changemakers, autrement dit les acteurs du changement, ceux qui mettent en œuvre des actions créatives positives. Alors nous accueillons aujourd'hui avec Rémi, Célia Gruson-Daniel de Hack Your PhD. Bonsoir Célia. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau du First. Nous allons parler de nouvelles façons de faire de la recherche scientifique. Cette émission est à suivre en direct et en replay sur le site des Rendez-vous du Futur, un site qui vient d'être remis à la page par les étudiants de l'école des Gobelins. Vous pouvez interagir avec nous à distance sur les réseaux sociaux, notamment avec Twitter, avec le hashtag RDVF. Alors Rémi, est-ce que tu pourrais nous présenter notre invité? Alors bonjour à tous. Bonjour Célia, donc vous êtes diplômée de l'ENS et de l'Université Pierre et Marie Curie, où vous avez suivi des études en neurosciences cognitives et comportementales. Alors vous vous intéressez notamment à l'émergence et aux caractéristiques des communautés innovantes. Et en 2013, vous avez co-créé avec Guillaume Dumas le projet donc Hack Your PhD, qui veut dire pirate ta thèse, avec la ferme intention de décloisonner la recherche académique et de la rapprocher de la société. Alors d'ailleurs, votre baseline est assez explicite pour ça, c'est la science et l'accès à la connaissance comme un bien commun. Effectivement, Hack Your PhD cherche à créer des ponts entre le monde de la recherche et la société. Donc, vous contribuez à ce qu'on appelle les mouvements de l'open science. Donc, ma première question est un peu simple pour qu'on commence. C'est qu'est-ce que l'open science? Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quel est ce mouvement qui a émergé, dont on parle de plus en plus? Alors, l'open science ou science ouverte en français, c'est un peu un mot valise qui, à l'intérieur de ce terme, on regroupe un grand nombre d'initiatives autour des transformations de la production et également de la diffusion des connaissances aujourd'hui, à l'ère des numériques et des technologies numériques. Donc l'open science, par exemple, il y a une partie qui est liée aux publications scientifiques. Souvent, c'est peu connu en dehors du monde de la recherche, mais les publications scientifiques sont payantes, parce que, surtout dans le domaine des sciences du vivant, etc., il y a des éditeurs privés qui détiennent les revues dans lesquelles les chercheurs publient. Et les chercheurs publient parce que ces revues ont une grande renommée. Certaines ont une grande renommée, donc un chercheur, pour avoir de la valeur, publie dans ces revues-là. Donc il y a tout un mouvement qui s'est mis en place autour de ce libre accès à la connaissance et aux publications scientifiques, qui a dit c'est pas normal, aujourd'hui on peut mettre nos articles sur notre blog ou autre, donc pourquoi est-ce qu'on va payer pour pouvoir accéder à ces publications scientifiques? Donc ça c'est l'idée de l'open access, d'essayer de faire changer, d'évoluer les choses et donner un accès à tous à ces publications-là, mais aussi aux citoyens. Et est-ce que c'est pas une façon aussi de rétribuer les chercheurs? C'est comme un écrivain? Alors, ce qui n'est pas connu aussi et ce qui paraît fou en dehors de la recherche, c'est que les chercheurs ne sont pas payés pour publier. C'est-à-dire que le chercheur fait le travail, il est payé s'il fait de la recherche publique, donc il est payé sur les fonds publics. Ensuite, comment fonctionne ce processus quand on publie? Donc on va proposer un article à une revue. Il y a un comité qui va finalement vérifier la qualité de l'article, faire des retours. Donc ça, c'est un ensemble de chercheurs. On appelle ça de la revue par les pairs. Et ça, c'est d'autres chercheurs qui font ça aussi bénévolement, qui ne sont pas payés pour ça. Et ensuite, l'article est publié. Et le chercheur ne va pas être payé, mais parfois, il a à payer pour, par exemple, même mettre des images en couleur ou faire avoir des détails supplémentaires sur sa publication. Donc, pour le monde de la recherche, chacun a l'habitude, on rentre dans le monde de la recherche, ça nous paraît normal, parce qu'on n'a pas vu d'autres systèmes, mais quand on y réfléchit un peu, ça paraît complètement aberrant. Et là, avec le numérique, finalement, et le coût des coûts marginaux tendant vers zéro, on se dit, mais c'est fou de devoir payer pour accéder à la connaissance, et souvent payer 2 fois. Donc justement, dans votre mouvement, votre collectif Hack Your PhD, comment vous agissez, je vais y arriver, concrètement pour justement changer les choses par rapport à un système académique assez verrouillé, assez cloisonné? Alors nous, Hack Your PhD, la traduction québécoise, parce que je suis allée aussi au Québec, c'est bidouille ton doc. Donc plus que pirater, parce que le hacker ici, ça a plus le sens de contourner,
un système existant, essayer de trouver des façons de faire, pas une attaque frontale et directe, mais pour arriver finalement à ses fins. Donc c'est plutôt cette idée-là de hacking que l'on a dans Hack Your PhD. Et donc nous on a un rôle plutôt de médiation, de partage de l'information. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'acteurs qui, en ce moment, luttent pour l'open access. Donc, par exemple, là, on est dans l'actualité du projet de loi numérique. Donc, il y a beaucoup d'acteurs qui se sont positionnés pour défendre l'open access et pour qu'il y ait un article de loi qui passe pour qu'on ait le droit, finalement, de mettre nos publications en libre accès. Mais nous, on observe tout ça, on relaie de la veille sur les réseaux sociaux, on a aussi organisé pas mal d'événements sur ce sujet-là. Donc c'est ce rôle un peu de passeur entre des personnes qui ne connaissent pas trop ce sujet-là et aussi bien des chercheurs que tout citoyen. Donc voilà. Comment ça se passe très concrètement en fait? C'est un collectif de chercheurs, vous vous retrouvez, vous échangez. Comment ça se passe concrètement? Alors ça a toute une évolution. On a commencé en 2013 avec cette idée, un événement. Il y avait beaucoup de ce qu'on appelle des apéros sciences et web pour finalement connecter le monde de l'innovation, du numérique avec la sphère de la recherche. Et on a lancé un peu ce projet autour de l'open science, faire connaître ce sujet de l'open access, le libre accès et de la science ouverte. Et de poser la question, c'est quoi l'open science? Et on a commencé par de la veille, ce qu'on continue toujours. On a organisé des événements, donc on continue toujours l'organisation d'événements sur différentes thématiques en lien avec l'open science, l'open access. Il y a eu aussi, au début de Hack Your PhD, un grand voyage que j'ai pu faire grâce à une campagne de crowdfunding, de financement participatif, aux États-Unis, pour aller à la rencontre de ces acteurs de l'open science et donner aussi une image de chercheurs positifs, dynamiques. On a sorti là un livre sur des chercheurs, des jeunes chercheurs qui finalement font de l'open science aujourd'hui. Donc voilà, on a aussi un axe plus publication, on a fait des petits flyers aussi pour expliquer à tout un chacun ce que c'était. Donc c'est des activités qu'on mène comme ça et on est une association bénévole. Donc c'est sur notre temps libre, le soir, le week-end, etc. Alors justement, c'est super l'open science, on en parle de plus en plus, mais quand on connaît un petit peu le milieu de la recherche, que ce soit au niveau des étudiants, des doctorants et des chercheurs, on sent que ça a du mal à pénétrer justement, à changer les habitudes. Comment vous arrivez à sensibiliser, que ce soit un étudiant, un doctorant, un chercheur, quelles actions concrètes vous pouvez faire pour les amener à plus d'ouverture justement? Alors je pense que la situation en 2013 n'est pas la même qu'aujourd'hui finalement. En 2016, là, on a eu déjà des directives par exemple européennes où il y a maintenant les programmes européens par exemple de recherche qui financent la recherche disent vous devez mettre vos publications en open access par exemple ou vous devez partager vos données. Donc les chercheurs se retrouvent finalement face à ces obligations et commencent à s'y mettre. Donc c'est pas la même situation. Au début c'était quelque chose, oui, c'est une vision complètement utopiste, ça se mettra jamais en place, alors que là ça devient vraiment une réalité. L'organisation aussi par exemple d'infrastructures de recherche pour accueillir les publications, les données. Donc maintenant c'est beaucoup de formation, d'explication aussi de ce que c'est pour les chercheurs et aussi les non-chercheurs. Voilà. Okay, alors, est-ce qu'on peut chiffrer un petit peu cet impact sur les pratiques des chercheurs? Comment ils réagissent à votre démarche sur l'open science? Ils sont plutôt pour, contre? Est-ce qu'il y a des freins? Alors je pense qu'il y a plein d'initiatives sur l'open science qui se développent. On n'est pas les seuls, on est une petite sauce. Mais je pense on a toujours eu des remarques et des commentaires très positifs. Mais souvent, c'est des personnes, quand on est chercheur, on a déjà énormément de boulot. Donc, on n'a pas le temps, ou c'est difficile de prendre du temps pour le faire, pour aller sur un site, partager ses publications. Donc, c'est souvent des personnes qui sont, je pense, très intéressées, qui prennent petit à petit conscience aussi des enjeux et du système aberrant, comme on en parlait tout à l'heure. Ensuite, ça prend du temps de formation, mais je pense qu'il y a aussi une différence de génération.
C'est-à-dire que les jeunes chercheurs, on a toujours eu l'habitude de télécharger de la musique, d'avoir accès à l'information. Et là, on ne comprend pas de ne pas avoir accès à l'information. Donc on est aussi de plus en plus à l'aise avec l'ensemble des outils numériques. Donc il y a moins de barrières finalement au développement de ces pratiques actuelles. Donc je pense que c'est quelque chose qui va vraiment devenir une norme, c'est-à-dire l'ouverture et la mise en ligne des publications. Après, il faut voir les questions qui se posent, c'est comment ça va être fait, qui finalement gère tout ça. Mais on va avoir de plus en plus des ressources, par exemple les articles scientifiques en ligne. Ensuite, les points, les enjeux et les actions militantes sont sur d'autres domaines. Ça change un peu, ça évolue. Mais alors il y a un autre problème qui va se poser par rapport à l'open science, c'est le financement de la recherche, puisque si tout est en accès libre, effectivement, hein, puisque c'est la libre circulation des ressources, des articles. Comment le chercheur va se financer, quel système parallèle, quel nouveau système on va pouvoir mettre en place pour que tout ça tienne et soit financé, pour trouver les ressources? Oui, alors c'est toutes les questions de modèles économiques liées à l'open. On peut un peu s'inspirer d'autres domaines. Donc c'est-à-dire que souvent maintenant, les modèles économiques de l'open, comment ça se base sur quoi? C'est que des connaissances, par exemple ici, des informations sont accessibles à tous. Ensuite, c'est avec des modèles liés sur le service, c'est-à-dire qu'on va faire payer des services supplémentaires. Ensuite, là, il faut voir que c'est plutôt un bug dans le système, puisque ce sont ces éditeurs, souvent privés, qui finalement prennent tout l'argent des fonds publics et font payer, à la fois ils payent la recherche publique, et à la fois c'est aussi la recherche qui, par les abonnements, par les bibliothèques, va payer encore pour avoir accès à ces connaissances-là. Donc déjà, si on règle ça, si finalement on rétablit un système plus juste, les frais seront moins importants pour la recherche publique. Donc il n'y a pas un modèle économique actuel, il y a beaucoup de réflexions qui sont faites avec différentes voies par rapport par exemple à la mise en place d'archives ouvertes dans les universités et dans la recherche en général, ou la mise en place de journaux, de revues en open access avec différents modèles liés plus au service. Donc il y a des essais, des expérimentations qui dépendent aussi des disciplines scientifiques. On ne fait pas la recherche de la même manière en sciences du vivant qu'en sciences humaines et sociales. Donc c'est des choses qui sont discutées. Il y a quelques mois encore, il y avait une grande conférence européenne sur cette idée des modèles économiques. Donc voilà, c'est en route, comme beaucoup de choses actuellement, avec ces transformations que le numérique a fait dans l'économie en général. Donc on teste, on expérimente. D'ailleurs, vous parlez d'économie, ça tombe bien. La question que je voulais vous poser, c'était votre rapport avec l'économie collaborative, parce que vous participez notamment au collectif WeShare, vous êtes impliqué, notamment pour faire les liens entre l'open knowledge et l'économie collaborative. Comment ça se passe? Quels sont les liens entre l'open science et l'économie collaborative? On partage tout. Alors il y a toujours cette idée de culture du partage, etc. Alors moi, WeShare, j'ai pu participer énormément au départ. Là, c'est vrai que avec toutes les activités que je fais, ça a été plus dur. Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir, pareil, entre 2013 et 2016, l'économie collaborative, c'est pas la même chose. On a pu voir entre une vision où on va tout partager, tout va bien fonctionner, on va faire du covoiturage, etc. Et tous les nouveaux modèles qui se sont créés avec Uber, etc. On a une vision de l'économie collaborative qui a évolué, qui a changé, avec finalement les zones grises qui se sont formées et les nouvelles problématiques de régulation sociale, juridique qui se sont créées aussi. Donc c'est un peu la même chose avec ce modèle de l'open science. C'est pour ça que je dis que les lignes de front aussi changent, ou en tout cas les enjeux et les enjeux de lutte évoluent également. Donc là, par rapport à ça, par rapport à l'open, je pense que des choses bougent.
c'est lié à toutes ces transformations de l'économie de la connaissance, mais qu'il y a, si je reprends le vocabulaire aussi des communs, des nouvelles enclosures qui se créent. On a l'impression que c'est ouvert, mais pour de vrai, derrière, c'est des enjeux marchands et de recapture de la valeur qui peut être créée. Donc l'économie collaborative, juste pour conclure, je pense que c'est intéressant de voir comment elle a évolué. Et ça peut aussi donner des idées de comment la recherche peut évoluer et comment ces modèles autour de l'open aussi peuvent s'installer dans la recherche. Est-ce qu'il y a des réactions des grands groupes du numérique comme Google justement sur cette notion en fait, de données Est-ce qu'ils réagissent ou pas? Alors Google... Est-ce qu'on le sait? C'est finalement les GAFA, souvent qu'on parle autour de l'économie, du numérique, etc. Nous, on a plutôt des grands acteurs qui sont, ce que je vous disais, les éditeurs privés, et qui, comme Elsevier, par exemple, c'est l'acteur qui est boycotté par beaucoup de chercheurs. On voit que les modèles économiques aussi de ces éditeurs se sont transformés. Par exemple, j'étais allée à une conférence très intéressante où on voyait le cours de la bourse de ces grandes entreprises, et que au moment où l'open access s'est mis en place, finalement, le cours de la bourse, les actions de ces éditeurs avaient chuté. Et puis ensuite, ils se sont adaptés, ils se sont dit, tiens, c'est bien ce modèle de l'open access, on va peut-être pouvoir se faire un peu plus dessous. Et on voit qu'ensuite, ça a remonté, les actions ont remonté, parce qu'ils ont trouvé, ils ont maintenant finalement des modèles aussi de l'open access dans leur revue, où ils demandent aux chercheurs, si vous voulez que ça soit en open access, vous pouvez payer aussi. Mais eux, ils ont d'autres revues aussi qui sont payantes à la base. Donc c'est-à-dire que des fois, des chercheurs se retrouvent à payer, ou plutôt les bibliothèques, payer des abonnements pour accéder à ces revues-là. Et puis le chercheur se retrouve aussi à payer pour publier et finalement libérer aussi son article pour qu'il soit accessible tout de suite. Donc finalement, on parle moins de Google que de ces acteurs-là qui font beaucoup de bénéfices sur ces connaissances actuelles. Pour compléter aussi ce que vous dites, juste, on constate aussi de plus en plus de désabonnements des bibliothèques, des universités aux magazines que je citerai pas, mais qui effectivement qui sont très très chers et qui justement favorisent le mouvement de l'open access et l'open science. On le constate. Ce qui est intéressant aussi, c'est comment différents acteurs, par exemple des bibliothécaires, là c'est un exemple dans les sciences humaines et sociales, il y a quelque chose qui s'appelle Open Library for Humanities, je crois que c'est en Grande-Bretagne, qui essaye donc c'est un éditeur, mais de faire quelque chose de plus juste avec les bibliothécaires, de négocier les prix. Donc ils essayent de recréer un réseau autonome et de travailler ensemble et de faire quelque chose de plus juste. Donc ça, c'est aussi en termes de modèle qui se met en place autour de l'éducation scientifique, des choses qui sont testées actuellement. Merci beaucoup Célia en fait sur ce regard personnel et très lucide sur l'open access. On finit cette séquence principale du First et on va passer maintenant au coup de cœur. Jingle. On passe maintenant du coup à la séquence en fait des coups de cœur. On va commencer en fait avec Rémi Hoche. Est-ce que tu as quelque chose à partager avec nous et avec les internautes? Oui, tout à fait. Alors pour compléter la discussion sur la science, l'open science, je vais vous parler d'un projet qui existe depuis 2004, qui s'appelle World Community Grid, qui est fait en partenariat avec IBM. Et en fait, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel qui te permet de donner de la mémoire vive aux chercheurs. Donc en fait, tu installes ce petit logiciel sur ton ordinateur. Quand ton ordinateur n'est pas utilisé, justement, sa mémoire ne sert à rien. Et là, en fait, avec ce logiciel, tu vas pouvoir aider des chercheurs à leur donner du temps de calcul. Et en fait, il y a je ne sais plus combien de milliers de personnes qui ont déjà installé ça. Et ça a permis vraiment de faire avancer la recherche et de donner du temps de calcul à énormément de chercheurs dans le domaine de la médecine et dans le domaine et dans l'humanitaire principalement. Donc voilà, un petit coup de cœur pour ce projet qui existe déjà depuis 2004, mais qui est sympa et qu'il faut soutenir. Merci Rémi. Célia, est-ce que vous avez un coup de cœur à partager avec nous? Alors,
coup de cœur, je vais faire un peu ma geek. Peut-être que s'il y a des chercheurs qui nous écoutent, ils pourront se mettre à ces pratiques-là. De plus en plus, il y a des langages de propagation qui se développent. Par exemple, Python, qui est un langage open source qu'on peut utiliser pour finalement traiter des données, etc. Et il y a une plateforme qui était beaucoup utilisée dans le monde de l'informatique pour partager des scripts qui s'appelle GitHub et qui est de plus en plus utilisé aussi dans le monde de la recherche. Donc parfois ça peut transformer certaines pratiques de chercheurs qui ont l'habitude de travailler dans leur coin et là de pouvoir travailler avec d'autres chercheurs, partager leur code, etc. Donc voilà, je pense que certains pourraient être intéressés. Merci beaucoup Célia. Moi j'ai envie de partager avec vous ce coup de cœur. C'est une BD qui a été écrite par Cédric Villani et l'auteur Baudouin. Donc Cédric Villani qui était venu dans un des rendez-vous du futur. Ici c'est les rêveurs lunaires et justement on parle de recherche, d'engagement, notamment pendant la Deuxième Guerre mondiale autour de recherche sur l'atome et sur la bombe atomique. C'est passionnant. Voilà mon coup de cœur personnel. Merci beaucoup Célia d'avoir été ici sur le plateau de cette première partie des rendez-vous du futur. Merci pour ce témoignage, pour une recherche peut-être plus universelle. Merci aux internautes qui nous ont suivis. Vous allez pouvoir retrouver ce programme en replay sur le site des rendez-vous du futur. Je tiens à remercier les 3 grandes équipes qui ont permis ce programme, à savoir JD Carré, Triple C et Le Cube. Ce programme a pu être réalisé aussi en partenariat avec le Digital Society Forum et en partenariat aussi avec Socialter et Oui Demain. Retrouvez-nous donc très bientôt sur les réseaux sociaux. Le hashtag c'est RDVF, vous le connaissez. À tout de suite, partagez le changement.